Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, au Social Show, on a un épisode vraiment spécial pour vous. On va jaser de sommeil, de l'importance du sommeil, de l'impact que ça a sur notre créativité et donc notre productivité et notre création de contenu. Puis aujourd'hui, à l'épisode, j'ai la chance de recevoir Véronique Bellemare-Brière, qui est présidente de l'Institut Somna. C'est une somnopédagogue. Donc, c'est quoi ça? C'est une spécialiste de la gestion naturelle du sommeil. Véronique, comment ça va? Ça va bien et toi, Francis? Ça va très bien. Moi, j'étais un peu undersleep parce que j'ai un nouveau bébé. Fait que Mhm. ça tombe comme ça. Qu'on jase de sommeil aujourd'hui alors que je suis nouvellement papa. Mais j'ai vraiment hâte que tu puisses partager avec nous des best practices, des meilleures pratiques pour nous aider à avoir un sommeil optimal, pour nous aider dans notre créativité. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Comment tu es arrivé dans cette expertise-là? Mais en fait, moi, disons, je blague souvent en disant que j'ai plus que 20 années d'expérience pratique, étant donné que dès la toute petite enfance, vers l'âge de 5 ans, jusqu'au début de la trentaine, j'ai souffert de graves difficultés de sommeil. Donc, ça m'a fait être trimballée d'un spécialiste à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une discipline à l'autre pendant des années. Et il y avait beaucoup d'errance médicale, évidemment, pour ce qui est de l'accompagnement au sommeil, étant donné que les médecins, moi, je le savais pas, mais ne sont majoritairement pas formés pour ça. Alors, bon, il y a des somnologues qui, eux, sont spécialistes en somnologie, qui est vraiment l'étude du sommeil de façon très avancée, les chercheurs du sommeil qui vont être capables de faire des diagnostics, mais il n'y a pas comme tel beaucoup de ressources pour accompagner les gens qui souffrent de difficultés de sommeil. Donc moi, j'ai erré pendant des années et je suis devenue vraiment une insomniaque chronique. Puis justement, à force de faire des essais, des erreurs, des recherches, d'être trimballée d'une personne à l'autre, j'ai fini par avoir mes propres déclics, à développer mes propres stratégies, puis à m'en sortir. Et là, à partir du moment où je m'en suis sortie, justement, les médecins qui m'avaient vu, les travailleurs sociaux, les psychologues, tout ça, me disaient, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Ce serait intéressant de le partager à plus de monde parce que nous, on a tellement de gens qui nous parlent de difficultés de sommeil. Puis, là, j'ai dit, tant qu'à le partager, on va faire ça comme il faut. Alors, j'ai fondé l'Institut Somna, qui maintenant regroupe des spécialistes de quelques pays avec moi et aussi qui regroupe des professionnels de l'accompagnement au sommeil dans une douzaine de pays jusqu'ici. Alors, c'est devenu une mission finalement un peu par accident parce que c'est ce que je vivais. Puis, là, on est reconnu par au moins une douzaine d'associations professionnelles. Donc, c'est comme ça que la somnopédagogie est née aussi. La raison pour laquelle je voulais qu'on se parle aujourd'hui, c'est parce que je trouve que c'est vraiment important de nos jours de parler du sommeil parce qu'on vit dans une époque où est-ce qu'il y a vraiment une pandémie. Puis c'est pas uniquement lié à l'insomnie, mais c'est surtout lié au fait qu'on est sleep deprived parce qu'on ne prend pas soin de notre sommeil, parce qu'on passe tant de temps sur les écrans, que ce soit quand on est couché dans notre lit, que ce soit quand on regarde la télé, quand on se claque des séries Netflix, puis que on fait du binge-watching très, très tard ou avec le fait on a accès à nos courriels tard le soir puis que souvent on fait du travail un peu plus tard. Donc, tout ça, ça a vraiment un impact négatif sur la qualité de notre sommeil, sur la durée de notre sommeil. Donc, je trouvais que c'est vraiment intéressant de te recevoir sur l'épisode pour jaser de ça. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles justement de l'importance du sommeil sur notre efficacité, sur notre capacité à être créative, à réfléchir puis à être efficace.
Mais en fait, le sommeil, c'est la base de tout, hein. Moi, je dis toujours que c'est comme les racines de l'arbre de la santé globale. Alors, si on nourrit bien les racines, ben, l'arbre va pouvoir grandir, le tronc va pouvoir être solide, les branches vont pouvoir proliférer, puis éventuellement, il y a plein de feuilles, de bourgeons, de feuilles qui vont se développer, puis les feuilles vont être en pleine santé. Alors que si on nourrit mal les racines, au contraire, ben, c'est tout le reste qui va aller avec, c'est-à-dire que le tronc va pas bien se développer, les branches vont peut-être être amenées à casser et les feuilles pourraient être amenées à tomber. Donc, je l'image de cette façon-là pour représenter tous les bienfaits ou tous les maux qui peuvent venir en lien avec le sommeil. C'est-à-dire que, bien sûr, si on nourrit bien les racines, là, tout va bien aller ou à peu près, puis on va avoir notre arbre très florissant, alors que si, au contraire, on fait pas l'effort de bien s'en occuper, ben là, on va développer des maux, des maladies. Là, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut, entre autres, donner des troubles de mémoire, des difficultés de concentration, augmenter les symptômes du TDA, TDAH. Ça peut éventuellement engendrer une prise de poids. Donc, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Ça peut aussi engendrer toutes sortes de problèmes un peu plus graves, comme entre autres certains cancers, du diabète, des troubles cardiovasculaires. Et bien sûr, au niveau de la productivité, ben, on a besoin de fonctionner à notre plein potentiel, que ce soit notre plein potentiel physique ou mental. Et tout ça se régénère durant le sommeil. Alors vraiment, si on veut être productif, il faut réussir d'abord à bien dormir. Puis récemment, je passais sur un autre podcast, puis il y avait un invité qui était passé la semaine juste avant moi, Jérémy Coron, qui lui disait il n'y a rien de plus productif dans une journée que de dormir. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Lui, c'est un spécialiste en productivité. Moi, je suis plutôt du côté du sommeil, mais c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de répéter. Moi, ma phrase que j'ai créée, c'est en fait le sommeil est à l'humain ce que la recharge est à son téléphone. En fait, ce que la batterie est à son téléphone, la recharge quotidienne est indispensable. Donc, c'est vraiment une phrase que j'utilise souvent dans les formations aussi pour expliquer l'importance du sommeil pour bien fonctionner au quotidien, là. Ouais, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu l'apportes un peu comme la fondation, tu sais, parce qu'on a tendance à dire que pour ta santé, pour que ta santé soit optimale, ben ça te prend de la bonne nourriture, hein, une bonne alimentation, ça te prend de l'exercice physique, ça te prend, tu sais, comme tous ces éléments-là. Puis souvent, on oublie le sommeil dans cette équation-là. Puis je trouve ça aberrant parce que ton sommeil va avoir un impact sur ben, la qualité de ton activité physique, ça va avoir un impact aussi sur tes choix quand vient le temps de manger. Donc, tout ça, ça fait qu'au final, effectivement, que ton sommeil est vraiment la fondation avant tout le reste. Fait que c'est le fun que tu Ben, l'image comme ça avec l'arbre. c'est exactement ça. Puis moi, je dis que c'est carrément la fondation de la pyramide de la santé globale. Donc oui, il y a l'activité physique, oui, il y a tout ce qui est alimentation, certainement, mais sauf que comme on se régénère complètement à tous les niveaux durant le sommeil, même l'immunité va être assurée par un bon sommeil. Donc bref, si on n'a pas un bon sommeil, le métabolisme va pas bien fonctionner. Si on n'a pas un bon sommeil, ben au niveau de l'énergie physique, ça va pas bien fonctionner non plus. Alors même l'activité physique et l'alimentation sont directement tributaires d'un bon sommeil. On en parle souvent, la fameuse lumière bleue qui provient de nos appareils mobiles. C'est quoi l'impact concret de la lumière bleue sur le sommeil? Parce qu'on a tendance à penser que ben, ça fait juste nous réveiller plus longtemps, mais je pense que l'impact est vraiment plus important que ça. Ben, en fait, c'est sûr que la lumière bleue, ça reproduit en quelque sorte le soleil et que le principal synchroniseur de l'horloge biologique, c'est le soleil. Donc, quand on est exposé, la rétine est exposée au soleil, ça donne au cerveau le message qu'il doit envoyer des hormones d'éveil, donc du cortisol, pour que la personne puisse se mettre en action. Donc, si on s'expose à la lumière bleue à des moments qui approchent l'heure du coucher, par exemple, ben là, ce que ça va dire au cerveau, c'est voilà, c'est le temps de te mettre en action, tu viens de te réveiller, il fait soleil, et on va recevoir ces hormones-là qui vont nous empêcher éventuellement de basculer vers le sommeil parce que ça va inhiber la sécrétion de la mélatonine, qui est l'autre hormone. En fait, ça fonctionne un peu comme
une balance, je dirais. D'un côté, on aurait le plateau de mélatonine, de l'autre côté, on aurait le plateau de cortisol. Donc, d'un côté, l'hormone qui permet d'induire le sommeil et de l'autre côté, l'hormone qui nous maintient en éveil. Et si le plateau d'éveil est beaucoup trop lourd, ben le plateau de mélatonine n'arrivera pas à prendre le dessus le soir venu. Un peu comme dans les jeux d'enfants, là, dans les parcs, là, où quand un enfant est plus lourd que l'autre reste pris en haut, ben c'est la même chose. C'est vraiment ce qui va se passer. Aussi, ben ça peut diminuer le temps de sommeil parce que effectivement, on va sécréter moins de mélatonine, donc on va être moins prédisposé à aller se coucher. On va peut-être faire un peu d'insomnie au début, et si jamais on se met à dormir, ben éventuellement, bon, on n'aura pas réussi à aller chercher toutes les heures dont on a besoin. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on parle de la lumière bleue, mais au-delà de la lumière bleue, quand on est sur des objets connectés jusqu'à tard en soirée, on garde notre cerveau en hyperactivité et ça aussi, ça va nuire au sommeil. Le simple fait d'être connecté, là, en état d'hyperconnexion. Puis justement, as-tu des conseils pour aider les gens à déconnecter et vraiment développer une routine du soir pour favoriser une meilleure qualité de sommeil? Parce que souvent, on pense à la durée de sommeil, mais on oublie un peu l'aspect de la qualité du sommeil. Puis ça provient un peu de la routine du soir. Hein? Fait que la qualité de notre sommeil est vraiment sur notre routine pas pendant notre sommeil, mais avant. Donc, je sais pas si tu as des petits conseils de ce côté-là. Ben, en fait, pour réussir à basculer d'un état à l'autre, il va falloir activer le système nerveux parasympathique, qui est le contraire du système nerveux sympathique. Et ce système nerveux-là, c'est celui qui va nous permettre justement de sécréter des hormones apaisantes, de vraiment se prédisposer au sommeil. Donc, pour ça, évidemment, ben, comment on fait? On va s'intéresser à ce qui passe par nos 5 sens. On va vraiment observer notre environnement. Est-ce que les signaux qui sont envoyés par mon environnement, qui sont captés par mes organes sensoriels, que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles, la peau, la bouche, peu importe, est-ce qu'ils sont adaptés à un état d'apaisement que je souhaite atteindre? Ou au contraire, est-ce ils vont plutôt dans le sens d'une stimulation? Et là, on va vraiment tout observer ce qu'il y a dans notre environnement. Évidemment, les gros plafonniers allumés, ce serait à proscrire le soir. On va diminuer l'intensité des lumières. Mais parfois, les gens diminuent l'intensité des lumières puis ils vont regarder la télé, un film d'action. Évidemment, un film d'action, ça va nous engendrer encore une sécrétion d'hormones stimulantes. Alors, au contraire, il va falloir choisir à quoi on s'expose visuellement. Est-ce qu'on s'expose à des images apaisantes, des albums, par exemple, de bord de mer? Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça les apaise beaucoup. Est-ce que si on regarde une émission, ben il va falloir la choisir. Si on va voir les nouvelles juste avant de se coucher, ça risque pas de nécessairement nous permettre de nous apaiser. Alors bref, on va choisir de façon méthodique selon nos goûts, mais aussi selon ce qui a un effet sur nous. Qu'est-ce qu'on doit faire avant d'aller se coucher? Par exemple, si c'est une lecture, est-ce que je vais me mettre à lire quelque chose, du Stephen King? Évidemment, ça risque de me tenir plus éveillée que si je lis quelque chose qui est un peu anodin, comme un livre de blagues, par exemple. Et d'ailleurs, un livre de blagues, ben, ça va aider à sécréter aussi des hormones apaisantes parce que le rire permet d'activer aussi le système nerveux parasympathique. Il permet aussi de se décharger du cortisol. Donc, c'est vraiment quand on établit un rituel de coucher, nous, à l'Institut Somnant, on y va vraiment par les 5 sens. Puis, on regarde quels sont les sens dominants de la personne. Pour certains, ça va être le toucher, ça va être des massages ou de l'automassage. Pour d'autres, ça va surtout passer par la vue. Pour d'autres, ça va être par l'ouïe. Donc, quels sont les bruits qui m'apaisent versus les bruits qui me stressent? Est-ce que le soir, je suis exposée à des bruits qui me stressent ou des bruits qui m'apaisent? Donc, il faut vraiment tout revoir ça, revoir aussi le film de la journée pour pouvoir bien créer cette espèce de temps de transition entre l'éveil et le sommeil. Sur mesure pour chaque personne, je dirais. C'est vraiment la ritualisation qui est commune à tout le monde, mais par contre, le rituel en soi, on le développe sur mesure pour chaque personne. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'entends le mot comptabilité, je me mets à stresser. Je trouve que la comptabilité, c'est compliqué, surtout quand tu es heure de note.
Si tu passes plus de temps à gérer tes factures et tes devis qu'à travailler sur tes mandats, t'es pas rentable. Imagine si tu pouvais gérer ta paperasse en quelques minutes par mois et mettre plus de temps sur ta création de contenu et la gestion de tes dossiers. Si je te disais qu'avec Momenteo, tu peux faire tout ça. Momenteo, c'est un logiciel spécialement conçu pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes, développé ici au Québec, qui te permet de rester à jour dans ta facturation sans stresser. Tu peux suivre tes heures facturables, tes déplacements et tes dépenses à travers un calendrier super intuitif. Tu peux aussi envoyer des devis et des factures personnalisées en quelques clics, puis même recevoir tes paiements directement. Tu sais comme moi, t'aimes ça avoir un portrait clair de tes chiffres, que ce soit dans la performance de ton contenu comme dans ta business. Et c'est une des fonctionnalités vraiment intéressantes de Momenteo, la capacité de créer des rapports de manière simple et intuitive pour garder un œil sur tes KPI business. Arrête de perdre ton temps et visite momenteo.com pour tester la plateforme gratuitement. En plus de sauver du temps, tu peux sauver de l'argent avec le code SOCIAL20 pour obtenir une réduction exclusive de 20% sur ton abonnement. Un gros merci à l'équipe de Momenteo de commencer le podcast. De retour avec notre invité. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Tellement intéressant. Tu sais, justement, dans la création de contenu, dans la gestion de communauté, ben, souvent on a des horaires un peu plus atypiques ou quand on est en création de contenu, ben, on doit avoir des idées, on doit générer des idées. Puis souvent, ça se peut se produire en fin de journée ou peut-être tard ou justement juste avant d'aller se coucher, on reçoit une notification ou on a une idée pour un projet ou quoi que ce soit ou une idée de contenu qui arrive. À ce moment-là, ça serait quoi le meilleur réflexe qu'on devrait avoir? Est-ce que, bien évidemment, les notifications, peut-être ça, c'est simple, on peut tout simplement les désactiver sur notre cellulaire là, à certaines heures vraiment précises, mais peut-être pour des idées de projet en tant que tel, qu'est-ce qui est recommandé à ce moment-là? Tu sais, on veut pas perdre notre idée, on veut pas non plus comme se mettre à travailler. As-tu des conseils pour ça? Avant qu'on soit tous connectés, moi, ce que j'utilisais, c'est tout simplement un dictaphone. Donc, je laissais un dictaphone proche du lit, puis si j'avais une idée, une fois que la lumière était éteinte, ben, je reprenais le dictaphone, je m'enregistrais, puis j'enregistrais mon idée. J'avais pas besoin de rallumer la lumière, d'écrire quoi que ce soit. Je parlais pas trop fort pour pas réveiller les autres personnes. Puis comme ça, ben, je pouvais me rendormir facilement, parce que des fois, oui, en période de haute créativité, ça peut même nous tenir réveillés en plein milieu de la nuit, là. Donc, moi, c'est quelque chose que je faisais. Sinon, parce que on ne recommande pas, bien sûr, d'avoir des objets connectés dans la chambre. Donc, le téléphone cellulaire dans la chambre, ben, c'est la meilleure façon de ne pas réussir à déconnecter durant la nuit, parce que ça envoie sans cesse un message au cerveau de rester dans un état d'hyperconnexion. Alors, on laisse ces appareils-là hors de la chambre, l'ordinateur, le téléphone cellulaire et tout ça. Mais bon, soit on utilise un bon vieux dictaphone si on en a encore un, ou alors, ben oui, on peut prendre des notes, mais idéalement sans rallumer la lumière. Alors, bon, ça va être écrit comme ça va être écrit. Ou alors, ben si vraiment on n'est plus capable de dormir au bout de 15 à 30 minutes, là, on se lève, on va dans une autre pièce, puis on écrit, mais le risque, c'est d'entrer dans un cycle d'éveil, puis justement de plus être capable de laisser cette créativité-là aller. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même se dompter, puis il faut quand même être assez discipliné pour pouvoir sortir un peu ce qui nous trotte dans la tête, mais sans accélérer la course du hamster en quelque sorte, là. Parce que sinon, après ça, on n'en sort plus.
Ouais, puis tantôt, t'as nommé quelque chose que moi, ça m'arrive vraiment beaucoup quand je suis dans une période intensive de créativité ou quand je suis dans des projets qui me motivent énormément. J'ai tendance justement à me réveiller des fois, là, soit à 4 heures, 5 heures du matin avec la tête déjà qui a déjà parti sa journée avant même que mon corps soit réveillé, si on veut, ou quoi que ce soit. Ça a tendance à faire qu'après ça, j'ai vraiment de la difficulté à me rendormir. Puis qu'ensuite de ça, là, le lendemain matin, là, je suis comme toute maganée parce que je me suis pas réveillé, mais j'ai pas bien dormi non plus. C'est quoi les meilleures pratiques à faire quand justement en plein milieu de nuit, on se réveille avec une idée ou quoi que ce soit, puis que là, on a déjà, le sommeil est déjà brisé à cause que notre éveil s'est fait de la tête, mais Donc, tu veux dire, si tu te réveilles puis que là, t'es parti dans ton hamster roule là, à ouais, vitesse la grand V, hamster là. comme s'il roule déjà avant même que. Ben, c'est sûr que en fait, ces périodes-là, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'adrénaline, on a beaucoup, beaucoup de cortisol qu'on sécrète au Hmm. jour le jour. Donc, il va falloir revoir déjà le film de la journée parce que la nuit de sommeil se prépare dès le moment où on se lève. Et c'est ce qu'on fait durant la journée qui va avoir un impact sur notre sommeil le soir venu. Donc, est-ce que dans notre journée, on a des moments où on vide un peu ce qu'on appelle, nous, à l'Institut Somnant, notre poche de stress au fur et à mesure? Parce que sinon, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis comme je le montrais tout à l'heure, ben la balance, le soir, si le plateau d'éveil est très, très lourd, ben ça va être très difficile de basculer du côté du sommeil. Donc, ce qu'on recommande, nous, à l'Institut Somna, c'est vraiment d'avoir pas seulement une technique d'entraînement physique, parce qu'il y a plusieurs personnes qui intègrent l'entraînement physique dans leur quotidien, mais aussi d'avoir une technique d'entraînement psychique. Donc, vraiment entraîner ses pensées à ralentir et aussi favoriser la gestion du stress, diminuer ces pics de stress-là le plus possible au fur et à mesure durant la journée et pas attendre juste avant d'aller se coucher parce que là, on va être rendu comme ça puis on sera pas capable de basculer. Donc, bref, l'idée, c'est de prendre, parfois, il y a des gens qui vont prendre des petites pauses de 5 minutes par heure de travail, qui vont dire, ben là, je m'arrête, je fais juste des respirations abdominales parce que je sais que ça va enclencher le système nerveux parasympathique qui est nécessaire pour déclencher les hormones apaisantes. Ou alors, il y a des gens qui vont utiliser différents autres d'autres sortes de techniques, que ce soit pour la respiration ou encore pour la visualisation. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire. Il y a des gens qui vont faire de la méditation aussi. Il y a des gens qui vont se défouler en dansant comme des fous pendant quelques instants. Il y a des gens qui vont rire parce que le rire, c'est prouvé que même si c'est forcé, ça va engendrer les mêmes effets qu'un vrai rire. Alors, c'est comme un jogging des organes internes qui va permettre de tout débloquer. Alors, il y a des gens qui vont se forcer pour rire à certains moments de la journée, même s'il n'y a rien de drôle, s'il n'y a personne, simplement pour débloquer tout ça. Puis, ça a un effet qui ressemble à une séquence de respiration de yoga parce que OK. on va justement se mettre à rire, on va le sentir dans notre respiration, ça va avoir un effet instantané. Puis par la suite, quand on a ri beaucoup, on a comme une espèce de relâchement là. Ah, mais là c'est ce qui se passe lorsque les hormones se déclenchent. Alors bref, il y a plein de façons là d'aller chercher des petits moments dans notre journée pour vider au fur et à mesure sa poche de stress, qui va permettre la bascule plus facilement le soir, mais aussi le maintien du sommeil plus facilement. Parce que sinon, ben c'est ça, on va avoir un sommeil qui va être assez chamboulé. Puis aussi, on va peut-être se réveiller beaucoup plus tôt qu'à l'habitude, parce que la courbe de cortisol remonte à l'approche du lever du soleil. Et là, nous, on est déjà en état de surproduction de cortisol. Donc, ça se peut très bien qu'on se mette à se réveiller beaucoup plus tôt aussi, là. Alors moi, c'est comme ça qu'on gère cette partie-là là, à l'Institut Somna. Justement, là, on parle de plein de bonnes pratiques. Puis je sais que dans le monde de la création de contenu, on parle beaucoup des chiffres, hein, la quantité de publications qu'on devrait faire potentiellement. Hein, c'est quoi la longueur optimale d'une durée de contenu vidéo? Je suis sûr que toi aussi, dans ton domaine, tu dois avoir ces questions-là par rapport à la durée optimale d'une nuit de sommeil. Tantôt, on parlait évidemment des nuits qui sont raccourcies, mais de ce que je comprends, moi, il n'y a pas vraiment un chiffre précis que tout le monde devrait dormir. Je pense qu'on a tous un peu des besoins différents.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs, puis ça peut varier aussi d'un âge à l'autre. En plus, on a chacun un chronotype qui est différent, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être des lève-tôt, des gens qui vont être des couche-tard. Alors, les besoins vont varier individuellement. On va donner des moyennes quand on dit, bon, ben, les fameuses 8 heures de sommeil, c'est une moyenne. Il y a des gens qui vont avoir besoin de 10 heures, puis il y a des gens qui vont se satisfaire de 6 heures de sommeil. Alors, ça dépend vraiment de chaque personne, mais ce qu'il faut se rappeler, et que, sur quoi j'insiste toujours, c'est que si on n'est pas soi-même un petit dormeur, parce que c'est génétique, il faut pas essayer de l'être, parce que sinon, là, on va avoir plein de problèmes, puis on va développer là, tous les maux, toutes les maladies dont je parlais tout à l'heure. Donc, je rigole souvent en disant, n'est pas Grégory Charles ou Emmanuel Macron qui veut, parce qu'on sait que ce sont tous deux des petits dormeurs. Dans le cas de Grégory Charles, on sait qu'il a le gène du petit dormeur. Dans le cas d'Emmanuel Macron, je ne sais pas, mais il semble bien fonctionner aussi avec 4 heures de sommeil. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce gène-là, comme ce n'est pas tout le monde qui a les yeux bleus ou on a tous une génétique différente. Donc, si on a des besoins de sommeil puis qu'on ne les respecte pas, même si quelqu'un d'autre peut avoir des besoins plus restreints que les nôtres puis semble très bien s'en tirer, nous, dans notre cas, ça va nous affecter puis ça va mener à notre perte ou tard. Très cool. C'est vraiment parfait. Je pense que c'était vraiment important. Puis de mentionner ça, puis de mentionner aussi le fait que, ben, justement, comment on fait pour identifier si on est en manque de sommeil? Est-ce qu'il y a des signes vraiment clairs? Tu sais, tantôt, tu as parlé un peu de la perte de mémoire, peut-être un peu, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça pour quelqu'un qui pense que peut-être il n'a pas besoin de sommeil, puis qu'au fond, il en aurait peut-être besoin de plus, mais il ne sait pas. Tu sais, il se force à avoir des petites nuits pour être un peu plus efficace. Ben déjà, les gens qui font snooze à répétition, là, les fameux snoozers, là, ben, c'est fort probablement des gens qui sont en déficit de sommeil, à moins qu'ils aient une pathologie du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil, la Mm. narcolepsie, qui les empêche vraiment d'émerger du sommeil. Mais si on n'a pas d'autres pathologies, qu'on a toutes les misères du monde à sortir du lit le matin, ben, c'est fort probablement parce qu'on n'a pas assez dormi. Parce que normalement, quand on a assez dormi, on est capable d'émerger relativement facilement. Mais encore là, ça dépend. Comme je disais, il y a des gens qui sont plus du matin, des gens plus de soir. Les gens du soir vont avoir plus de difficultés à s'extirper du sommeil que les gens du matin. Donc ça, c'est une des choses à regarder. Puis, c'était quoi déjà le reste de ta question? Ben, s'il y avait des signes vraiment clairs, donc on comprend que justement, là, si on snooze beaucoup, si on a de la difficulté à sortir du lit le matin, là, ça, c'est vraiment des signaux clairs que peut-être on n'a pas assez d'heures de sommeil ou que la qualité de notre sommeil n'est pas assez Puis au élevée. quotidien aussi, là, voir quels sont les signes de fatigue et tout ça. Je pense que c'était ça, l'autre aspect que tu voulais Ouais. regarder. Donc, au quotidien, ben, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'effets, hein. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir justement difficulté de concentration, à focaliser sur certaines choses, manque de motivation. On peut vraiment se sentir empâté au ralenti. Donc, on peut avoir une respiration aussi qui est de plus en plus courte. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui vont se manifester au quotidien. Aussi, ben, il y a les signes de fatigue qu'on appelle, donc des gens qui vont avoir une humeur plus chancelantes, là, qui vont s'impatienter plus rapidement, qui vont avoir la larme à l'œil, qui vont, bon, on sent que là, on approche d'un épuisement. Ça, c'est sûr que ça va être lié à un manque de sommeil. Il y a des troubles de comportement aussi qui peuvent survenir, surtout chez les enfants. Souvent, on va mêler troubles de comportement et déficit de sommeil, ou Mm. encore, on va même faire des faux diagnostics de TDA, TDAH, parce qu'on n'a pas vérifié en premier lieu le sommeil et que les symptômes sont très, très similaires. Alors, si on a un TDA, TDAH, oui, ça va vraiment augmenter les symptômes si on est en déficit de sommeil. Et si au contraire, on renforce notre sommeil, ben, on peut les diminuer, les symptômes, parfois même jusqu'à ne pas
devoir prendre de médication, là. Donc, ça dépend, c'est toujours du cas par cas, mais oui, ça peut arriver. Puis, en plus, on peut avoir des signes de somnolence tout au long de la journée, là, les bâillements, les paupières lourdes, les frissons, tout ça, ça peut être en lien avec un manque de sommeil. On peut commencer aussi à prendre du poids sans trop comprendre pourquoi. D'ailleurs, on sait que les régimes amaigrissants ne seront pas efficaces chez quelqu'un qui est en déficit de sommeil ou qui a un mauvais sommeil. Donc, par exemple, des gens qui vont souffrir d'apnée du sommeil, qui vont prendre de plus en plus de poids parce que justement, c'est pas pris en charge, c'est sous-diagnostiqué. Il y a plein de gens qui en souffrent sans le savoir. Donc, il y a plein de choses comme ça là, qui sont notables, mais il faut prendre le temps vraiment de s'arrêter puis de se poser les bonnes questions, de pas tout de suite aller je suis somnolent donc je vais prendre du café. Non, parce que en fait, on camoufle un autre problème qui est beaucoup plus grave en quelque sorte, qui peut nous mener à notre perte beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Oui, j'avais écouté un podcast d'ailleurs sur l'impact du café et sur le sommeil et la fatigue, puis à quel point, dans le fond, le café, c'est un bloqueur de fatigue. Mais Mm. si on prend notre café trop tôt le matin, ça a un impact aussi sur le fait que on bloque les capteurs de fatigue comme trop rapidement, puis ça nous permet pas de vraiment maîtriser, que notre corps comprend pas à quel point on est bien fatigué. Je sais pas si je le vulgarise bien, là. Évidemment, c'est des termes plus scientifiques que ça, mais j'avais trouvé ça quand même intéressant. Je sais pas si tu es au fait de ces impacts-là du café sur le long terme. Le café, ce que ça fait, c'est que ça bloque l'adénosine en quelque sorte. Donc, c'est vraiment, comme tu le dis, ça va bloquer l'espèce de sensation de somnolence. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas fatigué. C'est tout simple. Ça va pas donner de l'énergie. Ça va simplement bloquer la sensation, euh, en fait, les signaux que le corps nous envoie qu'on aurait besoin de dormir. Hmm. Mais le besoin est là quand même. Donc, c'est sûr que, par exemple, les gens qui disent je vais prendre un café comme ça, je vais pouvoir conduire jusque chez moi, oui, ils vont peut-être avoir l'impression que ça les a réveillés, mais en quelque sorte, tout ce que ça a fait, c'est que ça a bloqué les bâillements, puis tout ça, les sensations là, qui sont accompagnées qui accompagnent la somnolence, et ça va en quelque sorte peut-être leur permettre de tenir un peu le coup, mais ça va pas aiguiser leurs réflexes. Donc, si on regarde des personnes qui conduisent, qui sont épuisées, mais sur du café, elles ont pas des meilleurs réflexes, donc elles sont en proie aux accidents, puis tout ça, là, un peu comme avec l'alcool, même si c'est pas la même chose, là. Mais c'est vraiment quelque chose qui va simplement nous masquer notre état de somnolence, mais sans nous donner de l'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment utile d'en prendre de façon démesurée pour se tenir en éveil, parce que sinon, ça veut dire on peut même plus ressentir les signaux que notre corps nous envoie pour se synchroniser avec notre horloge biologique. Donc, normalement, on devrait prendre, si on prend du café, on devrait en prendre une tasse, mais pas 10 tasses dans la journée, là. Parce que, puis d'ailleurs, il y a des gens qui en prennent une seule tasse puis qui n'arrivent pas à dormir le soir. Donc, encore une fois, chacun métabolise les molécules différemment, comme les médicaments. Et là, il faut trouver la personne qui justement, parfois on va dire, ben là, je connais quelqu'un qui prend un espresso puis qui s'endort tout de suite en 2 secondes. Oui, mais si on enregistrait son sommeil serait plus fragmenté. Alors, si déjà nous on est sensible, on n'arrivera même pas à s'endormir. Puis c'est pas quelque chose qu'on recommande. On va toujours dire d'arrêter de prendre des stimulants au moins 5 heures avant d'aller se coucher. Tellement fascinant. On pourrait en parler pendant des heures, mais ton temps est précieux. Donc, je sais que tu as préparé une mini-formation pour les gens qui aimeraient approfondir leur niveau de connaissance là, en lien avec le sommeil, justement. Peux-tu nous parler de ta formation que tu as créée? Oui, j'ai créé en fait une formation qui se consomme en moins de 3 heures parce que les gens justement qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat sont assez occupés et ça s'appelle l'entrepreneur. Donc, c'est pour optimiser votre sommeil de sorte à pouvoir booster votre chiffre d'affaires.
Alors, pourquoi on dit ça? Ben, parce que c'est vraiment prouvé scientifiquement. Comme je le disais tout à l'heure, le sommeil est à l'humain ce que la batterie est à son téléphone. La recharge quotidienne est indispensable. Donc, ça, c'est une phrase de mon cru. Mais en fait, c'est prouvé que le sommeil est tout sauf une perte de temps. C'est même ce qui devrait être considéré comme notre actif principal quand on est entrepreneur, si on veut réussir à bien faire rouler une entreprise. Et parce qu'on sait que c'est le sommeil qui va régir la performance, la productivité, on l'a vu, le potentiel intellectuel, la concentration, le stress, en fait, assurer une bonne gestion du stress, de l'humeur. Puis c'est même aussi le sommeil qui va retarder le vieillissement et améliorer l'espérance de vie. Alors, si on veut mener notre entreprise le plus loin possible, ben, évidemment, ce serait intéressant de miser d'abord sur notre sommeil. D'ailleurs, il y a Elon Musk puis Richard Branson qui ont fait des sorties récemment sur le fait qu'ils avaient pris conscience là, de l'importance de leur sommeil, puis ils avaient réadapté leurs horaires là, pour être plus productifs et mieux réussir comme entrepreneurs. Alors, si on veut faire de plus grandes choses, atteindre de plus gros objectifs, faire plus d'argent, maintenir une bonne qualité de vie, ben le sommeil, ça va être la base de tout. Puis dans cette formation-là, ben évidemment, on va regarder dormir à quoi ça sert, mais aussi en tant qu'entrepreneur, comment on perçoit notre sommeil, quels sont nos défis face au sommeil, étant donné que c'est pas du temps perdu, c'est au contraire, c'est une façon de gagner du temps. Donc, comment on inscrit tout ça là, dans notre quotidien? Comment on peut gérer les choses pour ne pas tomber en dette de sommeil? Comment on peut mieux dormir pour mieux entreprendre aussi? Parce que on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'entrepreneurs dans la population que le reste de la population qui souffrait d'insomnie. Dans des études récentes, on disait qu'il y avait 30% environ de la population qui souffrait de difficultés de sommeil, mais on disait que chez les entrepreneurs, ça grimpait à 55%. Alors évidemment, ben, on voit que c'est un cadre particulier, puis il faut que les gens puissent apprendre à vivre en rythme, à respecter leur rythme et besoins naturels, comprendre les systèmes qui régulent leur sommeil, les signes annonciateurs du sommeil. Donc on parle de tout ça, on parle des chronotypes aussi dans cette formation-là. Puis on parle aussi des principaux pièges de l'entrepreneur face au sommeil. Donc que ce soit le monde connecté, que ce soit le besoin de remettre le travail à sa place, bon, on parle du café, des autres stimulants, aussi les commandements du bon dormeur, donc avoir des bonnes bases, l'entraînement physique versus l'entraînement psychique, la mise en scène du sommeil, donc la ritualisation dont on parlait tout à l'heure, l'anxiété de performance aussi, qui peut se manifester face au sommeil. Puis, on regarde comment on peut devenir gestionnaire de notre sommeil, parce qu'on est gestionnaire de plein de choses dans notre vie, mais on oublie de gérer notre sommeil alors que c'est une sphère fondamentale, sinon la plus primordiale de notre vie. Alors oui, je réponds à la question du fameux Miracle Morning, quoi en penser? J'ai répondu à ça. Puis, est-ce que c'est vrai que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Donc, on regarde ça aussi dans cette formation-là. Donc, ça, c'est une formation qui est spécifique pour les entrepreneurs, l'entrepreneur, mais il y a plein d'autres formations. Si vous allez sur le site des formations de l'Institut Somna, on a mieux dormir en suivant son horloge biologique, qui est vraiment pour optimiser déjà son sommeil de base. On a des formations aussi qui permettent aux enfants de développer un meilleur sommeil ou aux adultes d'accompagner, aux parents d'accompagner leurs enfants. On a un programme qui s'appelle Go Dodo pour les parents de jeunes bébés, donc qui veulent accompagner leurs jeunes bébés vers un bon sommeil pour aussi pouvoir mieux dormir à leur tour. Alors bref, on a tout ça, c'est vraiment, on a au moins une trentaine de formations là, sur différents angles qui concernent le sommeil. Donc, on retrouve tout ça sur le site web de l'Institut Somna. On va mettre le lien, évidemment, dans la description de l'épisode. Véronique, merci vraiment beaucoup pour cette belle discussion sur le sommeil. J'espère que ça va avoir sensibilisé beaucoup de gens à l'importance de cet outil-là dans notre quotidien et dans notre création de contenu.
Ben super, merci à toi. Puis je tiens à dire qu'on cherche encore des nouveaux membres au réseau Somnant. Alors si jamais il y a des gens qui écoutent, qui ont envie de devenir accompagnants au sommeil de manière professionnelle, on est maintenant dans une douzaine de pays. On a autant des pharmaciens, des psychologues, des infirmières, des éducateurs tristes ou des gens qui viennent de tous autres domaines qui sont venus se former à l'accompagnement au sommeil, puis qui deviennent des nouvelles ressources très précieuses là, pour justement répondre à ce que tu disais tout à l'heure, cette pandémie de difficultés de sommeil là, qu'on vit maintenant à notre époque. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi, Francis. Bye bye. Puis bonne nuit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe d'Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web d'isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!